Donc dans la dernière partie, on va s'occuper de la prise en charge des patients. Le problème du TRAPS, c'est que c'est une maladie exceptionnelle. Je vous ai dit de moins un patient sur 1 million. Donc pour faire de l'evidence-based medicine, c'est compliqué. Donc il y a plein de questions. Faut-il traiter? Comment traiter? À la demande, on continue. Quel traitement utiliser? Les INS, la colchicine, les corticoïdes, les anti-TNF, les anti-L1, à laquelle on n'a pas vraiment de réponse parce qu'on n'a pas d'études. Pour pouvoir faire des études, il faut avoir des patients et il faut avoir des patients qu'on peut randomiser, de mettre dans un groupe traitement et dans un groupe non-traitement. Dans une maladie aussi exceptionnelle, c'est très difficile de faire des études de recherche clinique pour définir le meilleur traitement. Donc la première question qu'il faut se poser lorsqu'on a des patients aussi rares, et d'ailleurs c'est vrai je pense pour toutes les maladies chroniques, quel est le but du traitement? En fait, c'est ce que les anglo-saxons appellent le treat to target. Alors, c'est quoi le treat to target? Qu'est-ce qu'on veut chez un patient TRAPS? On veut son confort, c'est ce que le patient va vous demander, et on veut éviter les complications, donc l'amylose AA, qui est la complication majeure du TRAPS. Et une fois qu'on a posé cela, en fait, on va essayer les différents traitements pour arriver à ces deux buts du traitement, le confort du patient et éviter les complications. Donc une première possibilité de traiter le patient, c'est de faire ce qu'on appelle un traitement à la demande. Ça veut dire quoi un traitement à la demande? Ça veut dire qu'on va traiter le patient que lorsqu'il a des accès et on va essayer de lui donner un traitement symptomatique pendant les accès et il ne va pas avoir de traitement en dehors. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Globalement, ça donne un peu de confort, mais ça ne marche pas vraiment. Donc on est très vite obligé de passer sur des anti-inflammatoires plus forts comme les corticoïdes. Ça marche habituellement assez bien, en tous les cas au début de la maladie. Il y a un vrai risque de moindre efficacité au cours du temps avec des nécessités de doses de corticoïdes de plus en plus élevées au cours du temps. Donc lorsque les corticoïdes ne fonctionnent plus, en fait, on peut proposer des anti-IL1 de courte durée d'action. Donc en gros, en France, on a l'anakinra de courte durée d'action. Il n'y a que très peu de données dans la littérature sur le traitement à la demande par anakinra. À ma connaissance, il n'y a que 2 cas reportés. Maintenant, notre expérience dans les centres de référence est un peu plus élevée. Je pense qu'on doit avoir 6 ou 7 patients qui sont traités à la demande avec de l'anakinra. Et c'est bien efficace dans les TRAPS avec des accès bien identifiés. C'est-à-dire lorsque les gens sont capables de dire début et fin et que vraiment il y a un début et une fin. La condition pour ce traitement à la demande, c'est qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire en dehors des poussées, parce que sinon on ne va pas avoir notre deuxième but du traitement, c'est-à-dire éviter les amyloses secondaires. Et s'il y a du syndrome inflammatoire en dehors des poussées, même si le patient se sent bien, en fait il a vrai risque d'avoir une amylose secondaire qu'il faut lui éviter. Donc vraiment le traitement à la demande pour les patients avec des crises bien identifiées, sans syndrome inflammatoire en dehors. Pour les autres, en fait, on va essayer un traitement de fond. Donc, on a essayé la colchicine qui n'est pas efficace, donc ce n'est pas la peine de la proposer dans le TRAPS, sauf peut-être pour les patients qui sont FAPA-like, R92Q, mais qui pour moi ne sont pas un TRAPS. Sinon, il y a des anti-TNF qui ont été essayés surtout sur les premiers patients lorsqu'on pensait que c'était essentiellement le TNF qui était responsable dans la physiopathologie. Donc, ils sont un peu efficaces. Ils peuvent parfois soulager un peu les patients, mais sans vraiment gommer toutes les poussées. Mais ce qu'on a vu aussi dans les différentes études, c'est qu'il y a un risque de diminution d'efficacité avec le temps et surtout certains types d'anti-TNF, donc les anti-TNF monoclonaux, il y a un risque d'échec, voire de réaction paradoxale. Donc globalement, le seul anti-TNF qu'on peut donner, c'est l'étanercept. Et pas, par exemple, le Remicade. Bon, voilà. Donc ça, si on veut mettre un anti-TNF, c'est l'étanercept et rien d'autre, mais en sachant que ce n'est pas extrêmement efficace. Donc ce qui va être proposé, ça va être le traitement de fond par anti-IL1. Alors on a la chance d'avoir une autorisation de mise sur le marché pour un des anti-IL1 depuis 2018, donc très récemment, depuis l'été 2018.
pour le canakinumab. En fait, c'est basé sur une des rares études randomisées contre placebo. C'était une étude mondiale, donc ils étaient obligés de recruter des patients TRAPS dans le monde entier pour pouvoir avoir assez de patients pour pouvoir comparer. Et pour pouvoir rentrer dans l'étude, il fallait avoir plus de 6 accès par an ou avoir un TRAPS chronique avec une inflammation chronique. L'étude a été donc standard contre placebo. On a mis en route le traitement lors d'une poussée inflammatoire, donc soit le canakinumab, soit un groupe placebo, à une dose standard qui était 150 mg toutes les 4 semaines, et on a observé ce qui allait se passer. Et les réponses ont été assez spectaculaires, parce que dans le groupe placebo, en fait, la crise elle disparaissait pas du tout vite, donc comme dans les crises habituelles, alors que dans le groupe qui a été traité par canakinumab, on avait très rapidement une disparition du syndrome inflammatoire, avec une réponse complète dans plus de la moitié des patients dès la première injection. Par la suite, le traitement avait été laissé en place, donc soit le placebo, soit le canakinumab, et on a regardé les patients pour savoir s'ils rechutaient. Et finalement, dans le groupe qui avait le traitement, il n'y avait quasiment pas de nouvelles poussées. Et c'était significativement différent, même si on n'avait que 16 patients dans le groupe TRAPS qui a été traité. Donc c'est assez élégant comme étude, même s'il n'y a que très peu de patients. Suffisamment élégant, en tous les cas, pour qu'il y ait eu une AMM européenne sur cette unique étude. Donc on a le droit de traiter aujourd'hui le TRAPS comme 2 autres fièvres récurrentes dont je ne vais pas parler aujourd'hui, avec du canakinumab, et on sait que ça va être efficace. Alors, ce qu'il faut quand même se poser comme question, une fois qu'on a cette AMM, est-ce que les anti-L1 sont vraiment nécessaires pour tous les patients TRAPS dans la vie réelle ? Dans les centres de référence et de compétences, on prescrit les anti-L1 depuis un petit bout de temps, et on a une cohorte française, ou francophone plutôt, qui permet de suivre des patients avec des maladies rares et dans lesquels les traitements sont déjà inscrits. Donc on est retourné sur cette base de données pour savoir quel est le taux de patients qui, avec un TRAPS, reçoivent un anti-L1. Dans la vraie vie, c'est un quart des patients, 25% de nos patients qui sont rentrés dans cette base de données. Donc vous voyez qu'en France, il n'y en a que 32 rentrés dans la base de données, mais il n'y en a que 25% qui ont reçu un anti-L1 au cours de la vie. Et lorsqu'on regarde les posologies de l'AMM, si on les compare aux posologies qui ont été autorisées pour l'AMM, aussi bien pour l'anakinra que pour le canakinumab, finalement, il n'y a que très peu de patients qui ont besoin de doses aussi élevées que ce qui est dans l'AMM. Donc aujourd'hui, la place exacte des anti-L1 n'est pas encore définie, et surtout on ne connaît pas la dose et la posologie idéale. Il n'y a surtout aujourd'hui pas de comparaison d'efficacité entre l'anakinra et le canakinumab, donc la place de l'anakinra reste à définir. Je vous rappelle que le prix entre anakinra et canakinumab n'est pas du tout le même. L'anakinra n'a pas l'AMM, le canakinumab a l'AMM, et le canakinumab coûte 12 000 € l'injection, en tous les cas encore pour l'instant. Donc c'est une vraie question, quel patient doit avoir du canakinumab? Donc l'ANSM, l'année dernière, a dit au laboratoire qui fait le canakinumab qu'il faut un registre prospectif obligatoire post-mise sur le marché pour savoir si l'AMM est adaptée et si vraiment c'est celle-là si les doses et les médicaments, les doses surtout, sont nécessaires. Donc en fait, on est actuellement dans le choix du registre qui est encore en attente, mais la GIR-cohorte est pressentie. Donc a priori, chaque patient qui va être traité avec un anti-L1 doit être rentré dans cette cohorte prospective pour pouvoir savoir si vraiment les indications sont les bonnes. Donc là, de nouveau, lorsque vous voulez mettre un patient sous anti-L1, je pense que c'est à ce stade encore très utile d'en reparler soit au centre spécialisé, soit en RCP, pour valider la nécessité de mise sous anti-L1, parce qu'elle ne va pas forcément de soi pour tous. Donc, je vous rappelle que 75% des patients TRAPS en France ne sont pas traités avec des anti-L1, même si on a l'AMM.
Alors moi, je fais un petit point en plus sur de ne pas oublier les traitements non pharmacologiques. Surtout dans les maladies auto-inflammatoires, on peut faire beaucoup de bien lorsqu'on réussit à gérer les facteurs déclenchants. Notamment la prise en charge de la fatigue. Donc oui, il faut faire de l'hypnose médicale, de l'algologie. Promouvoir une activité physique et sportive ou sportive. Avec la filière, nous avons fait des plaquettes pour le sport dans les maladies auto-inflammatoires. Donc, ils sont téléchargeables sur le site si vous voulez donner ça à vos patients. La manière de faire du sport pour que ça ne déclenche pas des crises et que surtout le patient se sente mieux après. Ne pas oublier la prise en charge psychologique et l'éducation thérapeutique qui n'est pas toujours très facile à faire dans les maladies aussi exceptionnelles. Mais je pense que même ces patients ont le droit d'avoir des éducations thérapeutiques, quitte que ce ne soit pas en groupe, en fait, fait de l'éducation thérapeutique individuelle. Donc en conclusion, le TRAPS est une maladie hétérogène qui reste rarissime, qui malheureusement n'a pas de critères cliniques, qui a en génétique des variants controversés, donc ce qui rend le diagnostic donc un peu compliqué. L'expression variable au sein de la même famille et le traitement n'est pas standardisé. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous invite à aller lire le PNDS TRAPS qui est sorti sur le site de la HAS l'année dernière. Et puis pour toute question ou même participer à la GIR cohorte, vous pouvez me contacter via mail et je vous dirai comment il faut faire pour participer à la GIR notamment. Je vous remercie de votre attention.